On est en ligne avec Jean-Marc Leclerc, ce chasseur d'éclipses, qui est auteur du livre Les Soleils Noirs de 2026 et 2027. Mais auparavant, on va s'intéresser, je vous le disais, à ce boom du cinéma qui cartonne en cet été 2026. Et on va regarder en particulier pourquoi ça cartonne. On est avec Éric Marty. Bonjour Éric Marty, vous êtes directeur de Rentrac France. Alors c'est le leader de la mesure et de l'analyse du box-office. D'une certaine façon, c'est un peu l'audimat du cinéma, c'est bien ça? Bonjour, oui c'était ça, c'est exactement ça. On a les chiffres quotidiens des résultats des films dans toutes les salles de France, enfin quasi toutes les salles. Eh ben écoutez, donc, ça tombait bien, ça tombe bien justement, Éric Marty, puisque on va analyser avec vous les résultats qui sont énormes cet été. Alors, est-ce qu'il faut l'attribuer à la canicule, ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a des bons films, tout simplement? Alors, la première raison pour laquelle on va au cinéma, c'est toujours les films. Et cette année, c'est particulièrement vrai, et cet été, c'est particulièrement vrai. Ensuite, les effets de météo, on les vit en plus ou en moins en fonction de ce qui se passe. Et c'est vrai qu'au mois de juin, notamment sa deuxième vague de chaleur, on a vu un effet canicule. Mais ça coïncidait avec la sortie de deux films attendus, qui étaient d'une part Toy Story 5 et Backrooms d'autre part. Mais c'est vrai que la canicule a certainement joué à ce moment-là pour un mouvement vers les salles de cinéma, du fait qu'elles sont majoritairement climatisées. Ensuite, ça devient moins important puisque en fait le public qui est habitué, ça rentre dans ses habitudes de consommation et il le sait. Alors c'est vrai qu'on va faire un peu une toile et un peu de fraîcheur en même temps, mais ce n'est qu'un des éléments. Le premier élément, ça reste quand même la programmation qui est particulièrement attrayante. Ouais, je me souviens de l'intervention d'un cinéphile dans une salle qui disait en pleine canicule, moi je m'en fais 3 dans la journée parce que comme ça je suis au frais. Bon, c'est vrai qu'au départ il est amateur de cinéma. Alors quels sont les films qui ont porté? Évidemment, on pense aux deux de Gaulle qui ont marqué le mois de juillet. Et je crois que là, on atteint des chiffres qui sont très forts. Alors, les deux de Gaulle ensemble vont atteindre les 5 millions. Ils viennent de passer les 4 millions et demi à 2. C'est vrai que c'est une réussite. C'est vrai que voilà, un film qui, pour la première partie, a démarré plutôt lentement, ensuite s'est accéléré, mais dès le départ, alors que le démarrage était un peu moyen, on avait entendu des bonnes choses en termes de bouche à oreille, donc en fait il fallait peu de choses pour que ça démarre, et c'est venu avec notamment la sortie de la deuxième partie 3 semaines après, mais pour que le marché soit comme il est actuellement, effectivement il est très haut, on vient de passer une semaine à 6 millions d'entrées, ce qui était jamais arrivé pendant l'été, même dans les grandes années de fréquentation. Donc, en général, c'est plutôt quelque chose, un niveau qu'on connaît en fin d'année au moment des fêtes. Donc, on avait vraiment un niveau on a un niveau de fréquentation très élevé actuellement. C'est parce qu'on a à la fois une offre qui se compose de films américains et de films français, qui ont chacun leur public et qui s'entraînent l'un l'autre. Et puis, dans chacune des catégories, des deux côtés, on a une diversité de films, avec des films très grand public et puis des films un peu moins attendus, qui sont de bonnes surprises et qui bénéficient à la fois de la dynamique par les grands succès et puis du bouche à oreille favorable. Alors, quels sont les films? On peut peut-être les citer, les films qui portent cet été et qui font ce bon cocktail de programmation. Il y a le Christopher Nolan, j'imagine, l'Odyssée, même s'il est critiqué, mais qui porte qui a un effet, qui a un impact. Dans un autre genre, La Patte Patrouille aussi. Quels sont les films qui portent l'été? Alors, vous l'avez dit, Christopher Nolan, qui est à la fois un auteur et qui fait des blockbusters, c'est simple, c'est son plus gros succès en France. Il fait même passer les 5 millions d'entrées. L'Odyssée, c'est son plus grand succès et ça continue. Les salles sont encore pleines. Il y a des réservations. On a beaucoup parlé des formats IMAX. Il y a des réservations jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, on sait que le film a encore du potentiel devant lui. Il y a un film qui est en train d'atteindre des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. C'est Spider-Man, qui est une franchise que les Français aiment beaucoup. Ouais. Et là, c'est la confirmation. Ça va être le plus gros succès de cette franchise. Et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un film de super-héros qui va atteindre ces niveaux. Il est déjà à plus de 4 millions et demi. Il va probablement dépasser les 8 millions d'entrées. On a quelque chose là aussi, un vrai moteur. Ensuite, on a un ensemble de films qui s'adressent plus à la famille. Donc, vous avez parlé de La Patte Patrouille. J'ai parlé de Toy Story 5 qui fait également un bon travail
il a fait plus de 4 millions. On a aussi Les Mignons. Donc on a un ensemble, voilà, de films plus attendus, d'animation de famille. On a De Gaulle en 2 versions d'un côté, on a La Surprise, et j'invite tout le monde à aller la voir, qui est de la comédie française, qui est une petite comédie française, mais qui est vraiment formidable, et les gens en sortent absolument en santé. Et puis voilà, après on peut continuer. Il y a Obsession, qui a été une des surprises du printemps, qui est toujours dans les salles et qui fonctionne toujours très très bien. Donc voilà, on a des films d'horreur, des films de genre, et des films pour la famille, pour tous les publics. On avait, Éric Marty, annoncé la mort du cinéma il y a quelques années avec l'arrivée des plateformes. Est-ce qu'on peut se dire qu'une petite canicule et hop, ça repart? Ou bien non, c'est pas du tout ça l'analyse qu'on doit en faire. C'est que lorsqu'on a des bons films, les gens continuent d'aller au cinéma tout simplement? C'est pas seulement une petite canicule, effectivement, c'est aussi que l'industrie du cinéma a traversé une période totalement incroyable, sans équivalent. Elle était quand même pratiquement fermée pendant 2 ans à cause du Covid et des différents confinements. Il y a eu ensuite les grèves à Hollywood. Donc on n'est pas, et en même temps, il y a eu la popularisation du streaming et les offres en SVOD. Tout ça, en même temps, ça fait beaucoup pour une seule industrie, même si elle est solide. Et on voit qu'il a fallu un petit peu le temps qu'elle se régénère, que les studios aussi retrouvent un souffle pour proposer une densité de programme avec des films qui sont attendus et qui fonctionnent. Mais Éric Marty, est-ce que ça va réorienter les majors? Est-ce qu'elles vont un peu plus financer des projets de cinéma grand public pour le cinéma? Parce que on sait qu'en termes de stratégie, dernièrement, elles avaient plutôt tendance à mettre de l'argent dans les plateformes. Donc, est-ce qu'on va revenir un petit peu plus à la tradition, finalement? Alors, le virage a été pris au cours de la dernière année, d'abord par des majors bien installés comme Disney ou comme Warner. Paramount, dans son opération de rachat de Warner, qui est encore en cours, qui reste à confirmer, mais qui est prévue pour les mois à venir, a pris des engagements très forts auprès des cinémas. Une autre major comme Universal a étendu la fenêtre accordée aux films dans les cinémas américains. Et vous voyez, au moment où on se parle, au moment où on se félicite des résultats en France, le cinéma aux États-Unis vient de passer une barre symbolique des 4 milliards de dollars, on parle en recettes aux États-Unis, sur la période d'été. C'était pas arrivé depuis la période, les belles années pré-Covid. Donc c'est une marque très très forte. Le marché là aussi repart très fort parce que les studios et aussi les nouveaux studios, Amazon MGM, ont pris des engagements pour retourner en salle, et ils ont bien compris que c'est dans la salle que se créent les succès. On l'a vu avec des grands succès, mais aussi des plus récents comme Obsession, des nouveaux talents comme Obsession ou comme Backrooms. C'est dans la salle qu'il y a la reconnaissance du public et qu'on a des succès. C'est une bonne nouvelle. Merci infiniment, Éric Marty. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que si vous avez peur de la vision de l'éclipse et que vous n'avez pas de lunettes, vous savez ce que vous faites. Vous allez au cinéma, voilà, entre 19h30 et 21h30. C'est une bonne idée, non? Très bonne idée. Passez une excellente journée, Éric Marty. Dans un instant, comment prendre des photos justement de cette éclipse? On sera avec un spécialiste, il s'appelle Jean-Marc Leclerc. Il est avec nous, à tout de suite. 6h, Jacques Cardoz. C'est le grand jour pour tous les amateurs, pour tous ceux qui veulent voir l'éclipse. Il y a même des chasseurs d'éclipses, figurez-vous. L'un d'eux s'appelle Jean-Marc Leclerc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jacques. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle Les Soleils Noirs de 2026 et 2027 aux éditions Stelvision. Qu'allez-vous faire ce soir? Où vous êtes? Vous serez en Espagne? Alors oui, je suis déjà en Castille. Je suis à 150 km au nord de Madrid, dans une petite ville qui s'appelle Pradena, et le temps est magnifique, donc on va s'installer vers 15h avec nos télescopes et on va attendre jusqu'à 20h30, l'heure de l'éclipse. On va guetter, on sera prêt. Combien vous avez de paires de lunettes? J'en ai une vingtaine avec moi, mais c'est vrai qu'on est un groupe... Ah, mais c'est à cause de vous alors, c'est pour ça qu'il n'y en a plus. C'est ça, non, mais on est un groupe de 15, donc on va les utiliser, vous inquiétez pas. Bon, évidemment, vous n'avez pris aucun risque, mais j'ai une question technique à vous poser, parce que vous allez prendre des photos, n'est-ce pas, ce soir? Oui, absolument. J'ai amené au moins 2 lunettes et 4 appareils photo pour prendre des images de l'éclipse. Alors, faut pas que tout le monde le fasse, parce que il y a des mesures spécifiques à prendre. Est-ce que il faut des optiques à adapter?
Alors, ça va dépendre de ce qu'on photographie. Là, en Espagne, nous allons assister à la totalité. Donc, le soleil va disparaître totalement pendant 1 minute 40. Et là, il n'y a pas forcément besoin de filtre de protection. En revanche, pour toutes les personnes qui vont se situer en France, oui, il faut obligatoirement utiliser un filtre solaire pour faire des photos ou des observations. Ça, c'est impératif pendant toute la durée du phénomène. Et vous, vous dites que vous allez vous installer dès 15h30. Pourquoi ? Parce que vous voulez absolument mitrailler, essayer de raconter tout le phénomène du début à la fin, c'est ça, comme un film finalement ? Alors non, c'est pas exactement ça. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de monde ici en Espagne qui est venu pour voir l'éclipse, et a priori, il va y avoir des restrictions de circulation à partir de 17h. Donc en fait, on a trouvé un spot d'observation et on veut être sur place le plus tôt possible pour être tranquille et ne pas avoir à chercher au dernier moment dans les potentiels embouteillages un endroit pour s'installer. Ouais, et on rappelle, Jean-Marc Leclerc, que vous avez choisi ce lieu parce que c'est le seul, enfin c'est pas le seul, mais on est sur la bande où vous avez la possibilité de pouvoir voir l'éclipse totale. On est bien d'accord ? Vous avez choisi le meilleur endroit ? A priori, oui. J'en ai même parlé dans mon livre. J'ai fait une étude météo basée sur des statistiques et a priori, le meilleur endroit, c'est la Castille. Donc, c'est là qu'on se trouve et ça a l'air de se réaliser. C'est-à-dire que c'est vraiment là, aujourd'hui, ce soir, qui va faire le meilleur temps en Espagne. Jean-Marc, vous restez avec nous parce qu'il y a d'autres passionnés qui veulent intervenir, notamment Richard qui est à Toulouse. Alors, géographiquement, c'est pas si loin que ça de chez vous. Je sais pas si lui, il aura la possibilité de voir une éclipse totale. Bonjour Richard. Oui, bonjour à vous. Qu'est-ce que vous avez choisi pour ce soir alors ? Comment vous vous organisez ? On s'organise, on va pique-niquer avec des amis et on est une petite bande. On a pris juste une petite colline où il y a de la place, un parking. On l'a trouvé, il y en a un qui a cherché ça, il bosse à la DDE. Et en fait, par contre, j'ai écouté que les gens n'étaient pas très inspirés. Monsieur Denis, ce matin, entendu, même la sondée des filles. Nous, bien sûr, on a des poètes parmi nous qui ont pris de lunettes et on va amener une paire de ciseaux et puis on va partager nos lunettes et on va se mettre la main sur l'autre œil et on pourra observer tranquillement. Voilà, ouais, c'est sympa. C'est efficace aussi. C'est sympa de faire ça, mais faites attention quand même. Ah, tout à fait. On est des adultes. Je pense qu'il faut qu'on arrête aussi d'infantiliser les Français. On est capable de s'organiser à minima. Heureusement, le soleil il brille tous les matins. Et on n'a pas tous les jours des gens qui sont aveugles. On a bien sûr, on a des idiots, mais globalement, je pense que les gens j'espère qu'ils seront bien partagés. S'il y en a qui ont peur, ils peuvent bricoler avec un post-it un côté pour être sûr de pas enlever la main. Ouais. Pour les gens qui ont besoin d'être assistés. Richard, passez une très belle soirée, j'en suis sûr, du côté de Toulouse. En plus, vous êtes avec des amis, c'est un bon moyen de vivre ce genre d'événement. On a regardé tout le temps, on partage, et puis voilà, quoi. Oui, il y en a pour 2 heures quand même, c'est pas mal. On va pas rester 2 heures le nez en l'air, on va manger. on va se tourner du côté on va retourner voir Jean-Marc Leclerc, notre chasseur d'éclipses qui, pour ceux qui sont sur YouTube, a chaussé les lunettes. Jean-Marc, j'entendais notre spécialiste tout à l'heure nous dire que si on n'avait vraiment pas de lunettes, il y avait un moyen de le faire et de le voir sans prendre trop de risques, mais j'aimerais avoir votre avis sur cette question. C'était de mettre une passoire et de le regarder indirectement, c'est-à-dire de regarder l'effet réfléchi sur le sol en fait. Est-ce que on peut conseiller ça ou c'est quand même à risque ? On peut conseiller ça, une passoire, une écumoire, c'est absolument parfait. Vous pouvez faire aussi prendre une feuille de papier et faire des petits trous dedans. On utilise le principe du sténopé, donc les rayons du soleil qui vont passer à travers les petits trous vont projeter une image sur une feuille de papier que vous mettez à 50 cm ou 1 mètre de distance. Ça, c'est absolument sans danger. On est bien d'accord, Jean-Marc, que du coup, on ne regarde pas l'éclipse, mais on regarde l'effet de l'éclipse par terre ou sur un autre objet. Oui, ça s'appelle une observation par projection. C'est très courant en astronomie quand on observe le soleil d'observer par projection. C'est une méthode absolument sûre et sans danger quand on ne possède pas de filtre. Ça, c'est connu depuis des années. C'est vraiment à recommander pour ceux qui n'ont pas de lunettes. Écoutez, c'est un très bon conseil que vous nous donnez sur Sud Radio, Jean-Marc. On va se diriger vers Moissac et on va rejoindre Sylvie qui elle aussi nous a appelé ce matin. Bonjour Sylvie.
Bonjour toute l'équipe. Vous disiez que vous aviez envie d'aller observer, mais que vous vous posez encore quelques questions. Disons que déjà j'ai été un peu négligente, j'ai pas acheté de lunettes, J'ai reporté parce que dès que je suis pas devant le fait, moi je suis toujours un peu négligente pour ce genre de choses. Maintenant je regrette, honnêtement je regrette de pas en avoir acheté et parce que en fait à force de l'entendre parler, ça suscite ma curiosité. C'est ça, mais oui. Oui, c'est à force. Je suis comme vous, moi. Je suis comme vous, moi. Jusqu'à hier soir, ça m'intéressait pas, et là, tout d'un coup, ça m'intéresse. Voilà. Je me trouve bien embêtée, et en fait, je me demande jusqu'à quel point ça peut être dangereux pour la rétine, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, en fait. Ouais. Donc, je me dis, c'est vrai que je sais pas combien de temps il faut rester à le regarder pour que ça finisse par être dangereux pour la rétine, parce que quand on conduit en voiture et tout, des fois, on peut croiser le soleil sans le faire exprès. Donc, voilà, il y a le quotidien aussi qui est là. Donc en fait l'information est bonne, mais toujours pareil, il y a des choses qui restent un peu sans, des questions qui restent sans réponse. Oui, aussi, quoi. Mais Sylvie, comme vous avez choisi Sud Radio, on a la réponse à votre question, et donc on est avec Jean-Marc Leclerc, et on va écouter Jean-Marc Leclerc. Je rappelle à tous que il est chasseur d'éclipses, auteur d'un livre qui s'appelle Les Soleils Noirs de 2026 et 2027 aux éditions Stelvision, et que il est spécialiste de la question. Alors est-ce qu'on peut répondre à la question de Sylvie, Jean-Marc? Mais oui, absolument. Quand on regarde le soleil, malencontreusement en voiture, par exemple, ça dure une fraction de seconde, donc c'est pas dangereux. En revanche, une éclipse, si vous fixez le soleil pendant plusieurs secondes au même endroit de votre rétine, vous allez brûler votre rétine. Voilà, au-delà de 1 seconde, c'est dangereux. Donc il ne faut pas observer le soleil sans lunettes, même au-delà de 1 seconde. Le seul moment où vous pourrez peut-être le voir sans lunettes ce soir, puisque vous êtes à Moissac, donc c'est dans le Var, c'est au moment où le soleil va se coucher. Ah pardon, parce que excusez-moi, parce qu'il y a un Moissac. Bah oui. Allez-y. Excusez-moi. Le seul moment où vous pourrez voir l'éclipse, si l'éclipse a encore active au moment du coucher du soleil. Voilà, c'est au coucher du soleil. Le soleil sera rouge, il sera atténué s'il y a de la brume, et là, vous pourrez le voir sans lunettes. Mais sinon, s'il est haut sur l'horizon et éblouissant, ne le regardez pas. Ce sera à quel moment ça, Jean-Marc, compte tenu des horaires? Parce que c'est de 19h15 à 21h15, si j'ai bien compris. Le moment que vous décrivez qui est sans risque, c'est à quelle heure? Ça va dépendre des régions françaises. Par exemple, si on est dans c'est au moment du coucher du soleil. Donc il faut regarder le coucher du soleil. Ouais, on est plutôt sur du 20h40, 20h50 à peu près. Ça va dépendre des régions. Voilà, il faut regarder regardez l'heure du coucher du soleil sur votre téléphone, sur l'éphéméride, et vous aurez l'heure où le soleil sera à l'horizon. Sylvie, comment vous allez faire alors ce soir? Parce que si vous n'avez pas les lunettes... Je sais pas du tout. Je me disais qu'il va y avoir un miracle. Je vais peut-être trouver une paire de lunettes quelque part. Mais peut-être. Alors, tout à l'heure, on était avec l'auditeur qui nous appelait juste avant vous, qui est à Toulouse. Il disait, si jamais je trouve quelqu'un qui a une paire de lunettes, je la découpe en deux et je me mets un post-it sur l'autre œil. Vous pouvez, ou vous cachez sur... c'est pas mal, ouais. Vous le voyez avec un seul œil. Il faut déjà trouver le copain qui va vouloir partager. C'est votre mission du jour, Sylvie. C'est ça. C'est votre mission du jour. Passez une excellente journée. Merci d'avoir été en notre compagnie ce matin. Jean-Marc, est-ce qu'elle est exceptionnelle, cette soirée pour vous? On sent, vous êtes préparé, vous êtes spécialiste, vous avez écrit un livre. J'imagine que ça doit être des grands moments quand on se prépare comme ça. C'est comme, je sais pas, c'est comme voir pour la première fois de sa vie Elvis Presley ou Michael Jackson. Ça doit être un grand moment. Oui, c'est ça, exactement. Il y a un stress qui commence à monter. Toutes les éclipses sont exceptionnelles. Elles sont toutes uniques parce qu'elles ne se ressemblent pas exactement. Ouais. Celle de ce soir, alors n'est pas spécialement longue. Au niveau totalité, c'est 1 minute 40, donc c'est assez court. Il y en aura une l'année prochaine qui durera 6 minutes, donc ça sera exceptionnel au niveau de la durée. Mais celle d'aujourd'hui, en fait, est exceptionnelle parce qu'elle va se trouver près de l'horizon et elle rentrera dans le paysage en quelque sorte. Et pour ceux qui seront en Espagne comme nous, elle va être visible au-dessus du paysage, donc elle va sembler énorme. Vous savez, par cet effet d'optique qu'on a quand on voit le soleil ou la lune se lever, on a l'impression qu'ils sont énormes et ça va nous faire cet effet. Ça va être grandiose, je pense. Jean-Marc, vous disiez il y en aura une autre l'année prochaine. Moi, j'avais lu que la prochaine, c'était en 2081. Alors peut-être que vous avez une machine spéciale qui vous emmène en 2081 ?
Ah non, en 2080, c'est la prochaine visible en France métropolitaine. Mais il y en aura une en Espagne encore le 2 août 2027, qui sera visible dans le sud de l'Espagne, du côté de Gibraltar. Donc il faut déjà réserver ses vacances. D'accord. Et ensuite, il y en aura d'autres dans la décennie qui vient ? Il y en aura d'autres, mais pas en Europe. Des totales, après, il y en aura une en 2028 en Australie, en 2030 en Namibie et en Australie, il y en aura une en 2045 aux États-Unis. Et en Europe, ça va être compliqué jusqu'en 2080, effectivement. Bon, bah écoutez, faut vraiment pas manquer ce moment-là, mais surtout ne prenez aucun risque. Et merci beaucoup Jean-Marc Leclerc d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio. On vous souhaite une très belle soirée. Peut-être que demain ou vendredi, vous pouvez nous raconter votre expérience. Si vous voulez, vous revenez et on en reparle. On fait un débriefing de l'éclipse. Avec grand plaisir, et j'aurai même des photos à vous montrer.